Vous l'aurez remarqué, ces conférences se tiennent dans des circonstances exceptionnelles. C'est un choix de communication que nous assumons. Ces conférences nous permettent de faire la synthèse de l'actualité, de faire l'analyse systémique de la vie politique, économique et sociale de notre pays en nous donnant l'occasion de tracer des perspectives. C'est donc pour nous aujourd'hui un grand moment d'exception, tant l'espace public est traversé de bruits incessants depuis quelques semaines. Le cadre général de cette conférence s'articule autour de plusieurs axes. Il y a d'abord la clôture du premier grand cycle politique de la transition. Comme nous le savons tous, le processus de transition dans notre pays a atteint sa vitesse de croisière, tant toutes les étapes ont été franchies. Après son investiture le 4 septembre 2023, le président de la transition a mis en place toutes les institutions de la transition, notamment le gouvernement de la transition, le Conseil économique et social, la Cour constitutionnelle, le Parlement. Un dialogue national inclusif s'est tenu qui a formulé plus de 1000 recommandations devant permettre d'écrire la nouvelle constitution du pays. Le 16 novembre 2024, le référendum constitutionnel s'est tenu et la nouvelle constitution a été approuvée à travers un plébiscite de 91,64% de oui. Il restait à écrire l'avant-dernier chapitre de ce processus politique en concevant un code électoral. Le 21 janvier 2025, celui-ci a définitivement été adopté par le Parlement. Dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, le collège électoral est convoqué pour le 12 avril, date du premier tour de l'élection présidentielle. À ce sujet déjà, de nombreuses questions fusent ici et là, toutes ayant trait à ce que certains appellent l'anticipation des élections. Il convient de dire que si la transition court jusqu'en août 2025, il y a tout de même une flexibilité à l'intérieur des séquences. D'ici août 2025, on a tout le temps d'organiser l'élection présidentielle, le renouvellement du Parlement, le renouvellement de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique et social, et bien entendu les élections locales. Il n'y a donc pas de précipitation, il s'agit tout simplement d'avancer avec une méthode pour sortir définitivement de la transition en août 2025 avec le renouvellement de toutes les institutions. Bien entendu, sitôt cette date communiquée, on enregistre des réactions multiples. Et je reviendrai sur certaines tout à l'heure, juste le temps de dire avec raison que c'est normal. Que le 12 avril 2025 cristallise le principal objectif de la transition, à savoir l'élection du futur président de la République, chef de l'État, qui elle-même consacre le passage à l'ordre constitutionnel, espéré par toute la nation, par tout le continent africain et par toute la communauté internationale. Ce qui, bien entendu, confère à notre pays un statut d'exemplarité et une grande visibilité médiatique, diplomatique et politique. Ce qui, encore une fois, souligne l'ampleur de la rencontre de ce jour, esquisser les grands enjeux qui vont dominer l'actualité au Gabon dans les 2 prochains mois. En petit 2, nous avons le remaniement du gouvernement. Toujours dans sa volonté d'unir les Gabonais, le président de la République a procédé le 16 janvier dernier à un remaniement du gouvernement. Le chef de l'État est animé d'un seul souci, faire travailler tous les Gabonais ensemble. Il s'agit donc d'un gouvernement qui rassemble tous les Gabonais. Un gouvernement inclusif avec des jeunes, des technocrates, une proportion importante de femmes, des hommes politiques, des représentants de la diaspora. Un gouvernement qui assure également une meilleure répartition territoriale des ministres. Après une tournée républicaine dans les 9 provinces du pays, à l'écoute de ses compatriotes, le chef de l'État a tenu compte de l'ensemble des promesses qu'il a faites à ses compatriotes en termes de représentativité politique. J'ai entendu dire
que c'est un gouvernement d'élection, ce qui est un raccourci grave. Le président comprend tout simplement les problèmes des Gabonais en regroupant certains ministères, en cassant d'autres et en autonomisant de nouveaux ministères. Il y a là tout simplement un souci d'efficacité, une meilleure cohésion et une nouvelle méthode de travail. Depuis quelques mois, il y a une réelle dynamique au niveau des routes, une dynamique au niveau de l'éducation nationale. Il est important que ces efforts soient poursuivis. L'eau, l'énergie, la femme, la jeunesse, la santé sont des préoccupations qu'ils tiennent à cœur et ce gouvernement reflète bien cette ambition. Et le message du président à l'endroit de la nouvelle équipe est clair. Le respect des normes, le respect des procédures, le respect des anciens, le respect des valeurs est primordial et une ligne rouge qu'il ne tolérera pas. En grand 2, l'analyse de l'actualité, évaluation des enjeux et synthèse des différentes questions. Nous commençons d'abord par les activités présidentielles. Le président de la République a présidé les 17 et 22 janvier 2025 2 conseils des ministres. Dans le but de prendre en compte urgemment les besoins des populations et finaliser les réformes institutionnelles pour organiser une élection présidentielle crédible et transparente à l'issue de la transition, le président a établi pour le gouvernement une feuille de route, à savoir formaliser la demande d'assistance avec le Fonds monétaire international, mettre un terme aux coupures récurrentes d'électricité à Libreville et dans les autres localités du pays, améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines et rurales, entretenir et construire des infrastructures routières prioritaires au niveau national et urbain, mettre en œuvre des solutions durables pour lutter contre la vie chère, optimiser la gestion des établissements hospitaliers et renforcer les structures de proximité, assainir les organismes de protection sociale, notamment les 3 caisses, NAMGS, CNSS et la CPPF. Au cours de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a invité également le gouvernement à faire de la lutte contre le chômage sa priorité. Toujours dans le souci de bien parachever le processus politique dans notre pays, le gouvernement a créé une haute autorité de contrôle des élections et du référendum, dont la mission est de contrôler et assurer le respect de la loi électorale dans la préparation, l'organisation et la gestion des scrutins électoraux et référendaires, conformément au code électoral. Au niveau des voyages et des visites officielles, le chef de l'État, le président de la République, a reçu la visite de son homologue de Guinée-Bissau, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, qui s'est réjoui des avancées notables permettant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les problèmes de développement doivent être abordés dans le cadre des grands ensembles, dans un cadre concerté pour mieux coordonner les politiques. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a pris part les 27 et 28 janvier à Dar es Salaam en Tanzanie au sommet africain de l'énergie. Ce sommet qui a réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et qui a débouché sur la déclaration de Dar es Salaam a permis aux décideurs africains de prendre des engagements fermes pour mettre en œuvre des réformes et mesures concrètes afin d'élargir l'accès à une électricité fiable, abordable et durable pour alimenter la croissance économique, la qualité de vie et stimuler la création d'emplois sur le continent. Le chef de l'État a également mis en exergue l'immense potentiel hydroélectrique encore inexploité du continent africain. Il a à cet effet plaidé en faveur d'une mutualisation des projets et des ressources afin de renforcer l'interconnexion énergétique entre les pays africains. Le président de la République, chef de l'État, s'est également rendu à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de la 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, consacrée à la situation humanitaire préoccupante dans la sous-région. Le chef de l'État s'est uni à ses homologues pour condamner fermement le groupe armé M23. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a exigé que ces derniers cessent immédiatement son offensive,
se retire des territoires occupés illégalement et respecte les couloirs humanitaires, tout en appelant l'ensemble des belligérants à adopter des moyens pacifiques pour résoudre leurs différends. Passons maintenant à l'analyse de l'actualité. Je voudrais ici, sans équivoque ni retenue, dire toute l'indignation du président de la République, chef de l'État, face à l'agression et au comportement infâme à l'égard de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet. Le chef de l'État est un homme qui cultive sans cesse le dialogue, la tolérance et qui a à cœur la construction d'un pays uni et en paix. Les services de l'État doivent prendre leurs responsabilités afin que ce genre d'incident ne se répète plus tout au long de la campagne. L'action du chef de l'État est une action d'inclusion et non une action d'exclusion. Une fois que c'est dit, je voudrais ajouter qu'il est cependant indécent de chercher à exploiter de façon maladroite, à des fins de politique politicienne, un incident regrettable et de trouver partout des boucs émissaires. Faisons un peu de benchmarking politique. Lorsque, en 2012, François Hollande, candidat à l'élection présidentielle en France, est empêché de faire un meeting à la Mutualité à Paris parce qu'un militant a versé sur lui tout un sac de farine, était-ce le début de la dictature, comme je l'ai entendu il y a 3 jours de la bouche de quelqu'un? Quand Nicolas Sarkozy est interdit d'entrer au salon de l'agriculture par une frange importante de la population française parce qu'il ne voulait pas le voir, était-ce le début de la dictature? Et surtout que Nicolas Sarkozy avait reçu ce jour-là des centaines d'œufs et de tomates pourries. Plus près de nous, chez nous, lorsque Alexandre Barrault-Chambrier est empêché de faire un meeting dans une localité du Gabon, était-ce un recul de la République? Et qui était aux commandes du gouvernement? Lorsque Raymond Dongsima est empêché de faire un meeting dans une localité du pays, était-ce un recul de la République? Et qui était aux commandes du gouvernement? Il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie et surtout aux insinuations malveillantes. Et le président de la République est ferme à ce sujet. Un homme politique, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, doit toujours appeler à l'apaisement, surtout quand il a été en situation. Il doit toujours appeler au calme. Il doit toujours appeler à l'unité, parce que son rôle est d'éduquer les populations. Il a une fonction pédagogique. Et non chercher à mettre de l'huile au feu pour ensuite essayer de surfer sur le registre de l'émotion et de la provocation permanente. Sauf si, bien entendu, c'était l'effet recherché. Depuis, en effet, l'annonce de cette date du premier tour de l'élection présidentielle, l'espace public a enregistré de nombreuses réactions et commentaires. Je voudrais revenir point par point sur certaines de ces réactions, à commencer, bien entendu, par la déclaration de guerre du professeur Albert Ondosa, qui a affirmé devant la presse que l'élection n'aura pas lieu. Mieux, il fera tout pour qu'elle n'ait pas lieu. Puis, poursuivant son discours, il explique qu'une agence de notation ayant abaissé la note du Gabon, le gouvernement gabonais n'aura pas d'argent pour organiser les élections. La première chose à dire, c'est que cette déclaration aurait pu prêter à sourire si elle n'émanait pas d'un professeur des universités, c'est-à-dire quelqu'un de rationnel qui tire des conclusions après une analyse minutieuse. En fixant la date de l'élection le 12 avril, cela sous-entend que toutes les questions d'intendance, les questions d'achat de matériel technique, les questions de logistique étaient déjà résolues en amont. Et à l'endroit du professeur, l'élection se tiendra bien à la date prévue, c'est-à-dire le 12 avril 2025. Mieux, le Gabon est prêt et honorera ses engagements de souveraineté.
En ce qui concerne les agences de notation, dont le rôle est de mesurer le risque de non-remboursement des dettes que présente l'emprunteur, il faut bien entendu comprendre que leurs décisions sont annoncées à l'avance pour qui veut se donner la peine de décrypter le langage codé des agences de notation. Il ne s'agit pas de la situation présente, mais de la situation à venir, et les États ont le temps de mettre en place des politiques budgétaires qui leur permettent de réduire leur déficit, soit en augmentant les impôts, soit en diminuant les dépenses. On a trop tendance à ne regarder que la note sans l'analyser, et les économistes sont formels à ce point. Un ratio est une chose, son appréciation qualitative en est une autre. Et pour être tout à fait concret, le Gabon vient de lever sur les marchés internationaux 570 millions de dollars, alors qu'il ne demandait que 500. Cet exemple montre à lui seul que notre pays est crédible. Et il a la confiance des institutions financières et des bailleurs de fonds internationaux. Une preuve palpable de l'indétermination sans signification des prévisions du professeur, qui, soit dit en passant, n'en est pas à sa première. En 2009 déjà, ses pronostics alarmistes sur le non-paiement des salaires n'avaient guère prospéré. Ce qui s'avère péremptoire au niveau de ses analyses sur le Gabon, qui ont souvent manqué d'objectivité parce que tout simplement traversé d'idéologie. Et c'est là toute la différence entre les projections théoriques des amphithéâtres et la réalité pratique sur le terrain. D'un autre côté, et pour revenir à d'autres interventions entendues ces dernières semaines, c'est intéressant de noter que des hommes politiques jouent aux économistes des services et s'intéressent subitement à la dette gabonaise aujourd'hui. Et pourtant, il y a plusieurs éléments d'analyse qui manquent dans leur discours pour être tout à fait vrai avec la réalité. Je leur propose de faire un peu d'histoire. De 2010 à 2020, le budget d'investissement du Gabon s'établissait entre 1000 et 1500 milliards, soit plus de 10 000 milliards en 10 ans. Il serait souhaitable que les nouveaux donneurs de leçons commencent par expliquer au peuple gabonais à quoi a servi cet argent, quand dans le même temps, on laisse en août 2023 une dette estimée à 7200 milliards. Si on fait une simple arithmétique, on est à près de 18 000 milliards qui ont été dilapidés. Quand on regarde notre pays, est-ce que cet argent reflète la réalité de ce que les Gabonais voient? Je crois que nos compatriotes ont le droit de savoir pourquoi toutes les rues du pays étaient éventrées. Pourquoi des enseignants et personnels de santé travaillaient sans être intégrés à la fonction publique? Pourquoi le degré d'approvisionnement du pays avait atteint un tel paroxysme? Pourquoi les recrutements ont été bloqués pendant 3 ans? Pourquoi nos universités sont mal équipées, alors que des budgets d'investissement cumulaient à plus de 1000 milliards par an durant 10 ans? Et pourtant, de nombreux citoyens qui étaient aussi responsables à cette époque ont choisi, eux, la voie de la sagesse pour observer, quand d'autres continuent à jouer aux défenseurs zélés d'une forfaiture, en décidant d'appuyer sur l'accélérateur avec comme horizon immédiat le précipice. Quand Omar Bongo Ondimba laisse le Gabon en 2009, on avait une dette qui cumulait à 18,5% du PIB, alors qu'en août 2023, elle a explosé et était de l'ordre de 58% du PIB, soit 7200 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la dette est de 7020 milliards, c'est-à-dire 54% du PIB. C'est dire que le président de la République, chef de l'État, a hérité d'une situation désastreuse, pour ne pas dire chaotique, des finances publiques. En tant que premier responsable du pays, il assume les errements du régime de Chi, ce qui n'absout pas les véritables responsables de cette situation, de leurs actes. Sur un autre plan, l'ancien Premier ministre, c'est bien de lui dont je parle, M. Alain-Claude Billy-Bizet, a multiplié ces derniers temps des sujets d'attaque. D'un côté, il affirme qu'un militaire n'a jamais été autorisé à concourir à une élection dans aucun pays du monde.
De l'autre, il appelle constamment à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Il rappelle d'ailleurs inlassablement ses arguments à chacune de ses sorties. Pour le premier point, je dirais que notre code électoral est clair et fixe les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République. Et ce code électoral est plus juste, plus consensuel, plus démocratique que celui qui nous a conduit au 26 août 2023, avec un bulletin unique, pour ne pas dire unique, pour toutes les élections, et qui a été validé en janvier 2023 en parfaite violation de toutes les dispositions constitutionnelles qui disposaient qu'on ne modifie pas les règles du jeu dans une année électorale. Que l'on n'oublie pas souvent le rêve parce que la nuit est trop longue. S'il y a eu coup de la libération, c'est parce qu'il y a eu un ancien chef du gouvernement qui a été incapable d'organiser une élection libre et transparente et qui a fait le choix d'une élection biaisée sans observateurs internationaux, sans Internet, sans les grands médias internationaux. C'était juste il y a 1 an et demi. Et sans parler du dernier de l'histoire, le général de Gaulle a bien concouru en France à l'élection présidentielle de 1965. Jerry Rawlings est bien le père de la démocratie ghanéenne. À la tête de son parti, le Congrès démocratique national, après avoir démissionné de l'armée, il a été élu président du Ghana en 92, réélu en 96. Le général Sissoko Mbalo a bien été élu président de la Guinée-Bissau, et j'en passe. Et de grâce, les militants de leur parti n'étaient pas constitués de régiments ou de brigades de militaires, comme je l'ai entendu quelque part, mais simplement des citoyens. Et la loi électorale de notre pays est claire sur les conditions à remplir pour les militaires qui veulent faire acte de candidature à une élection politique dans notre pays. Que nous évitions des caricatures inutiles visant à créer à dessein le flou dans la compréhension des citoyens. Le devoir de l'homme politique est d'éduquer les citoyens et non de les induire en erreur en faisant des interprétations erronées des dispositions légales. Quant à la question de la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation, là encore, la réponse est simple. Ce n'est pas Peter Willem Botha, défenseur de l'apartheid, ni son successeur Frédéric de Klerk qui ont proposé la commission vérité, justice et réconciliation en Afrique du Sud. C'est le vainqueur de l'apartheid, Nelson Mandela, qui l'a fait. Comme M. Billy Bizier ne se trompe pas de rôle, il fait partie, dans l'histoire de notre pays, de ceux qui ont failli, du régime qui a failli, de ceux qui ont regardé la Légion étrangère et la Young Team déchirer le tissu social gabonais, abîmer notre beau pays, de ceux qui se sont battus avec force pour donner le pouvoir à la Young Team en août 2023. Qu'ils ne soient donc pas pressés. Le Gabon se met petit à petit en place. Chaque chose a son temps. Et j'ajouterai qu'une commission justice, vérité et réconciliation n'est pas simplement un groupe d'hommes appelés à travailler ensemble sur des dossiers précis, c'est d'abord un état d'esprit. Et le simple fait que M. Billy Bizier parle matin, midi, soir, en toute liberté, fait partie de cet état d'esprit. Parce que le chef de l'État a voulu une nation réconciliée, une nation unie où tous les Gabonais se parlent. D'autres sujets d'actualité, les délestages dans les principales villes du pays. Depuis plusieurs semaines, les compatriotes connaissent des situations difficiles avec des délestages, une situation qui crée de la gêne et des conséquences économiques graves. Les plus hautes autorités sont conscientes du problème, donc le président de la République lui-même, qui a donné toutes les instructions nécessaires afin que très rapidement la situation revienne à la normale. 3 étapes ont été choisies pour sortir de cette situation. Il y a d'abord l'urgence, avec la mise en état de l'entretien des appareils existants, faire la pointe de l'énergie avec la connexion des stations flottantes, ce qui a été fait le 15 février dernier avec la signature de la convention avec la société Tuka Powership et la connexion entre ces stations flottantes avec le réseau électrique de la SCG. Le constat est qu'il faut quelques jours, voire quelques semaines, pour que la situation devienne normale.
car il y aura une montée progressive en puissance afin qu'on commence à sentir un léger mieux. À moyen terme, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour la mise en marche des stations à gaz de Mayumba, Port-Gentil, Lambaréné et Libreville afin d'accroître la puissance. Enfin, compte tenu de ce que durant des années, les investissements nécessaires n'ont pas été réalisés, le président de la République s'est engagé sur ce point à réaliser ces investissements colossaux, notamment avec la construction du grand barrage de Boué. Pour la situation actuelle, la stabilisation sera progressive dans les jours et semaines à venir. Le chef de l'État est le premier à être gêné par cette situation et chaque jour, il est derrière les équipes pour être sûr que la situation revienne à la normale assez rapidement. Dans le souci constant d'améliorer les conditions de vie des compatriotes, le chef de l'État a, avec son homologue équato-guinéen, son excellent Teodoro Obiangema Mbazogo, obtenu l'interconnexion entre le barrage de Bibiyine et la province du Wellington. C'est le lieu de magnifier ici la coopération sud-sud, la coopération sous-régionale qui permet à des États de la CEMAC de trouver des solutions pratiques de développement dans un cadre concerté. Et d'ailleurs, les deux chefs d'État, gabonais et équato-guinéens, devraient se retrouver ce 22 février à Ebébiyine et Meyokia pour lancer officiellement cette interconnexion qui apportera plus de 10 MW de puissance pouvant alimenter les villes de Bitam, Oyem et Midik. Il faut souligner, pour être tout à fait vrai, pour être tout à fait complet sur ce dossier concernant la situation de la SCG, qu'il y a également des actes de sabotage qui ont été constatés sur des équipements et des centrales hydroélectriques. Le ministère de la Défense et tous ses services d'intelligence mènent actuellement des enquêtes. Les résultats seront connus et rendus publics et les responsables de ces actes répondront devant les tribunaux de la République. Enfin, l'on a écouté à plusieurs reprises sur RFI la situation de l'ancien président consécutive à l'incarcération de son épouse Sylvia Bongo Ondimba et de son fils. Pour ne retenir que le dossier de l'ex-première dame, ce qui a lieu de dire dans ce dossier, c'est que Mme Sylvia Bongo Ondimba est prévenue dans une affaire de blanchiment et de trafic de signatures, faux et usage de faux. Vous connaissez tous les chefs d'accusation énoncés par le procureur de la République il y a plus d'un an. De même que pour son fils Noureddine Bongo Valentin. Il s'agit ici de délits graves. À la suite de ça, un mandat de dépôt a été pris et elle est incarcérée à la maison d'arrêt des femmes, à la prison centrale de Gros-Bouquet. Nous sommes pour l'instant encore dans les délais légaux de sa détention. Et au terme de ces délais, un juge va se saisir de l'affaire et devra prendre une décision, soit abandonner toutes les poursuites, soit alourdir les peines ou alourdir les charges qui pèsent contre Mme Sylvia Bongo Ondimba. Mais que l'on soit clair à ce sujet, il ne s'agit pas d'un dossier politique, c'est tout simplement un dossier judiciaire, pour la simple raison que l'ancien chef de l'État ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et il est libre de tout mouvement. Sans chercher à épuiser les différentes interrogations des uns et des autres, je voudrais solennellement vous remercier tous de votre présence dans cette salle, toujours qualitative et quantitative, et j'espère grandement de l'échange qui suivra. Je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. Nous souhaitons quand même être édifiés au mieux parce que la situation avec la société turque laisse quand même à désirer dans le sens que nous ne sommes pas suffisamment éclairés sur les chiffres réels. Tantôt on parle de 15 milliards, tantôt on parle de 1,8 milliard. À un moment donné, ça a l'air d'être un jeu de pipeau, donc on aimerait être éclairé présentement par la présidence de la République une fois pour toutes. Merci. Si vous avez lu l'Union de ce matin, 1,8 milliard par mois, et non 15. J'ai deux questions, monsieur le porte-parole. La première question concerne, vous avez dit dans vos propos préliminaires que les finances publiques, la meilleure gestion des finances publiques
le cheval de bataille du président de la transition. Mais on a constaté qu'il y a quelques mois, il y a eu certains hauts responsables de l'administration gabonaise, je peux citer comme ça la Julius Gabon et compagnie, qui ont été subitement virés. On parlait de malversation financière. Et jusqu'à présent, le peuple gabonais attend toujours qu'en est-il exactement de ces dirigeants-là qui ont été débarqués de leurs fonctions. Sont-ils simplement, on leur a simplement demandé d'aller à la maison, ou vont-ils se présenter devant la justice afin de répondre des nombreuses accusations qui ont été faites à leur endroit? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est le peuple gabonais est également conscient des emplois qui ont été créés par le chef de l'État, notamment dans le secteur privé. On parle de 25 000 budgétaires dans le secteur public. Mais il y a le communiqué 013 du CTRI qui avait demandé à de nombreux jeunes gabonais diplômés d'aller déposer les dossiers à la fonction publique. D'après nos investigations, du côté du ministère de la fonction publique, ils ont déjà traité leurs dossiers. Ils n'attendent que le top du CTRI, sinon du gouvernement. Et quand on sait que le Premier ministre, 2 mois après, il avait demandé de regarder un peu les fonctionnaires frontaux. Je pense que la première semaine, on parlait de 2000 pour les caisses qui n'ont pas été rectifiées, et il disait que ça devait aller. Retiré. Qui n'ont pas été retirées, il disait que ça devait progresser. Qu'en est-il exactement de ces deux situations, monsieur le porte-parole? Parler de meilleure gestion. Quand on constate que quelque chose ne va pas, et la première mesure de précaution, c'est de mettre de côté des gestionnaires indélicats. Et on poursuit des enquêtes. Donc vous ne pouvez pas en même temps demander à ce que ceux qui sont soupçonnés soient nommés à tel ou tel endroit. Les enquêtes se poursuivent. Quant à la question de l'emploi, vous avez dit vous-même l'effort qui a été fait. 25 000 postes budgétaires dans la fonction publique. C'est vrai que la situation du chômage est quelque chose qui affecte de nombreux compatriotes. C'était une transition. Et donc, ça veut dire que des problèmes du chômage sont des problèmes qui demandent que des politiques soient mises en place dans un court et long terme. Et c'est pourquoi un chef d'État va être élu au terme du 12 avril qui fera un projet ou un programme de gouvernement. Et à partir de là, ces problèmes peuvent trouver des solutions. Si on peut se féliciter de l'action faite par le chef de l'État à relancer le championnat national du football de première division, qui était en arrêt depuis plusieurs années, malheureusement, on constate que le national foot féminin n'a pas toujours démarré jusqu'à aujourd'hui, monsieur le porte-parole de la présidence de la République. Et on a enregistré à Francheville ce qu'on n'avait plus jamais vu au Gabon, une équipe sud-africaine qui a réussi à malmener les Gabonaises avec 12 réalisations. Est-ce qu'on peut s'attendre, soit avant les élections, soit après les élections présidentielles, le coup d'envoi du national foot féminin? Le championnat national ne relève pas, a priori, de la présidence de la République. Il y a des fédérations sportives qui sont bien entendu sous la tutelle du ministère des Sports. Et donc, des instructions ont été données donc c'est à ces fédérations de faire démarrer les championnats. Quant au score fleuve de, c'est pas 11 ou 10 buts à 0, ça pose d'autres problèmes de formation. Et ça, c'est une tâche qui incombe aux fédérations et bien entendu au gouvernement. Je voudrais être le porte-parole de ceux qui n'ont pas l'eau dans les ménages. On voit tous les efforts qui sont faits par le président de la République durant toute la transition pour l'accès à l'énergie. Vous avez parlé du bateau qui va donner le courant et tout le reste, c'est très fort louable. Il y a même eu la réduction, qui sont passés à 70 000 francs, tout ça est louable. Mais qu'en est-il de l'accès à l'eau? Parce que ça reste problématique, aussi bien à l'intérieur, aussi bien dans la capitale, dans le grand Libreville, à l'intérieur du pays. Quelles sont les grandes décisions qui sont prises sur la question de l'accès à l'eau potable dans les ménages? Si vous avez... Je vais pas faire beaucoup de commentaires. Après une deuxième question, je suis quand même journaliste diplomatique. Qu'est-ce qu'il en est concernant le retour à l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce qui a été dit sur le Gabon lors du dernier sommet de l'Union africaine, le 38e sommet à Addis Abeba, en ce qui nous concerne? Je commence bien entendu par la première. Tous les efforts qui sont faits dans le domaine de l'électricité sont les mêmes efforts qui sont faits dans le domaine de l'eau. C'est le même ministère. C'est peut-être parce qu'on ne prononce pas eau, mais ce sont les mêmes efforts qui sont faits. Et vous voyez tout ce qui a été
construire pour qu'on accède, le nombreux puits qui ont été construits en attendant que le réseau de la SCG arrive, mais que les Gabonais puissent accéder à l'eau. Les efforts sont faits. Je crois que vous avez compris tout à l'heure ce que le président a donné comme feuille de route au gouvernement, c'est de faire en sorte que les Gabonais accèdent à l'eau et à l'électricité durant cette période qui nous conduit jusqu'aux élections. Donc le gouvernement s'attelle, parce que c'est une instruction, dans un délai très court. Ils doivent le faire et je crois qu'ils y sont. Mais quant à retour à l'ordre constitutionnel, vous savez, le principe de subsidiarité, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, a déjà levé ses sanctions pour le Gabon. Et normalement, en droit international, c'est l'organisation qui nous est la plus proche. Les autres doivent suivre directement. Les sanctions restent uniquement sur le point du principe. C'est que l'Union africaine a pour principe de dire, lorsqu'il y a eu prise de pouvoir par la force, bon, on condamne. Donc, tout le monde suit l'évolution, puisque le médiateur, le facilitateur de cette question, le président centrafricain, a fait un rapport. Et donc, on attend l'élection pour que le Gabon sorte de la transition et qu'on amorce le retour vers l'ordre constitutionnel. Allez-y. Le président de la République, le président de la transition, dès sa prise de pouvoir, s'est donné pour mission de restaurer les institutions. Ma question est simple, est-ce que le président pense avoir restauré les institutions, sinon lesquelles? C'est la première. La deuxième question, vous avez évoqué la situation de l'ancien Premier ministre avec Paul Biya. Vous avez tout de même nuancé dans votre deuxième partie en faisant croire ou en montrant qu'il subit ce qu'ils auraient fait l'ancien pouvoir. C'est votre interprétation. C'est comme ça que j'ai compris pour votre deuxième. Donc, je voudrais savoir, est-ce que le président de la République a instruit par exemple le ministre de l'Intérieur, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Mexique, on a vu la gendarmerie, nous avons même appris pour avoir contacté certains confrères dans cette partie du Gabon, que le procureur adjoint, l'OIM, était là, mais qu'elle aurait dit, parce que c'est une dame, qu'elle aurait dit à l'ancien Premier ministre que de simplement de retourner à Libreville, ou du moins de repartir sur ses pas, parce qu'elle n'aurait pas assez de moyens pour assurer sa sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si le procureur dit « j'ai pas de moyens de protéger telle ou telle personnalité, donc mesure de précaution, il vaut mieux surseoir et peut-être revenir un autre jour. » Le président a marqué son indignation face à ce qui s'est passé. Et c'est pas ce que vous souhaitez que le président dise davantage. Le président est arrivé et a décidé de donner au Gabon les institutions que les Gabonais veulent. Pour le faire, il s'est adressé aux Gabonais et les Gabonais ont répondu à travers des publications qu'ils ont envoyées au ministre chargé des institutions, où chacun a dit ce qu'il souhaite pour son pays. Et un dialogue national inclusif a été organisé où tous ces Gabonais ont été invités à aller argumenter sur la nouvelle société qu'ils souhaitent d'ici 20, les 30 ans. Vous savez, dans la Grèce antique, on posait une question au sage Solon, quelle est la meilleure constitution? Il disait, dites-moi pour quel peuple et à quelle époque. C'est cette question que le général brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a posée aux Gabonais. Et les Gabonais ont répondu. Ils ont décidé de la constitution qu'ils veulent. Cette constitution, ils l'ont approuvée à travers un plébiscite. Et maintenant, vous avez à l'intérieur de cette constitution un ensemble d'institutions qui vont être renouvelées dans les mois à venir. Et on commence par la première, avec une élection démocratique libre, certainement la première élection démocratique libre. Vous avez assisté à plusieurs élections, vous étiez là en août 2023. Vous n'aviez même pas Internet. Et donc, là, cette fois-ci, ce sera le contraire. Oui.
Le président, lors de ses tournées à l'extérieur, a fait appel à la diaspora pour un retour sur l'étendue du territoire afin d'évoluer ensemble pour notre pays. Sur le terrain, j'ai pu constater que beaucoup n'ont toujours pas eu de poste ou accéder à un quelconque métier. Vous connaissez ce qu'on appelait, vous leur rendez visite chaque jour. Oui, je suis toujours en contact avec eux. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on prévoit pour cette partie de la population. En 18 mois ou 17 mois, vous pouvez comprendre que tout ne pouvait pas se faire. On avait plusieurs priorités, mais on a fait le choix des priorités qui étaient, comment dire, les plus prioritaires pour utiliser une telle expression. C'est vrai que l'emploi dans notre pays depuis plusieurs années constitue un talon d'Achille pour tous les gouvernements, mais le président a à cœur de faire en sorte que chaque Gabonais puisse travailler. Vous avez vu toutes les initiatives qu'il a prises, un Gabonais, un taxi, et plusieurs autres initiatives, parce qu'il estime que quand un Gabonais travaille, quand un Gabonais produit, il est utile pour son pays. Mais ces choses étaient des mesures d'urgence, parce que nous étions dans une transition. Et qu'il faut maintenant, à partir d'un programme de gouvernement, faire en sorte qu'il y ait un projet sur l'emploi qui tienne sur le court et le long terme. Parce qu'il s'agit de mettre en place des politiques structurelles. Tout le monde ne peut pas, à partir d'un décret, aller à la fonction publique. On a cité déjà tout à l'heure le chiffre, plus de 25 000 qui sont déjà entrés à la fonction publique en 1 an et demi. Donc il y a des efforts qui sont faits. Ces efforts sont certes insuffisants, mais on va les parfaire parce que ce sont les Gabonais qui vont faire le Gabon de demain. Oui. Vous avez dit le 12 avril est une date qui rentre dans le chronogramme du CTRI et après ce 12 avril, il y aura d'autres élections. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'après le 12 avril, nous aurons un président de la République, le CTRI qui est en charge de la restauration des institutions va poursuivre son calendrier jusqu'en août? Telle est ma question. Et secondement, que deviendra le CTRI après l'élection présidentielle? Nous sommes dans une transition militaire. Et dès lors que le chef des militaires, si il advenait qu'il décidait d'être candidat et que le peuple approuve sa candidature et lui donne quitus pour diriger le pays, lui-même étant civil, le reste ne peut plus le suivre de la même façon. Ok, alors je vais rejoindre la question de mon confrère. Monsieur le porte-parole, je ne sais pas si ça a été un lapsus révélateur. Vous avez dit le 12 avril prochain, on aurait un président de la République. Et le président de la transition, lors des voyages, je ne sais pas lequel, entre celui Dar es Salaam ou celui de Malabo, a déclaré que la transition s'arrêterait le 16 avril prochain. Alors, ma question, c'est pourquoi, pour une élection à 2 tours, on ne communique pas sur la date du 2e tour? Jusque-là, on ne s'arrête que sur le 1er tour. Merci. Mais il y a une instance qui est chargée d'organiser ces élections. C'est cette instance qui, de façon matérielle, va dire premier tour, on commence ici et le second tour aura lieu à telle ou telle date. C'est vrai que dans certaines démocraties, toutes les dates sont connues d'avance. Mais en même temps, on peut déterminer, après l'élection de second tour, l'instance chargée d'organiser les élections peut dire on fera un second tour, soit dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Ce n'est pas quelque chose qui pose véritablement problème. Je crois que ce qui est ici demandé, c'est qu'à partir du 12 avril, eh bien, le Gabon va consacrer une élection majeure, l'élection du président de la République. La transition ne s'arrête pas le 16 avril. Après l'élection du président de la République, vous avez ici une Cour constitutionnelle de transition, un Parlement de transition, un Conseil économique de transition, mais toutes ces institutions doivent être renouvelées. Et c'est ce qui nous donne tout le timing jusqu'en août 2025. Oui. Le 16 septembre dernier, si je ne me trompe pas, le président de la République, le président de la transition, s'est exprimé face au cadre de la SEG, donnant un délai de 6 mois, donc jusqu'en mars
pour effectuer non seulement l'audit de la SEG et un état des lieux de la situation. Ça va rejoindre ma prochaine question. Il n'y a pas eu de compte-rendu justement sur les avancées. Vous dites que les informations sont dans... Juste pour vous aider, vous aurez compris qu'en même temps, le président n'était pas content de la gestion et a mis de côté ce directoire. Et donc ça veut dire que ceux qui viennent d'être mis en place ont donc pour mission de faire ce travail. D'accord. Je voulais savoir s'il était prévu, comme le délai annoncé de 6 mois, un bilan, un échange. Ça mène à ma question suivante. Le bilan est déjà fait. Si on vous dessaisit du dossier, c'est que vous n'étiez pas à la hauteur. Pas plus. Ah, bien sûr. D'accord. Oui. Ma question suivante, c'est le président de la transition s'est exprimé dernièrement dans Jeune Afrique. On ne l'a pas vu face aux médias gabonais ou face aux médias basés au Gabon. Je fais partie d'un média international et il y en a d'autres ici. Je voulais savoir, est-ce qu'un tel échange était prévu avant justement ces grandes échéances, que ce soit la déclaration d'une éventuelle candidature ou la fin de la transition, et qu'est-ce qui explique justement le peu d'échanges avec la presse gabonaise? C'était une interview du président, une interview sur Jeune Afrique. C'était un entretien. Non, je vous pose une question. Est-ce que c'était une interview? On parle là des genres journalistiques, c'est-à-dire question-réponse, question-réponse, voilà. Question-réponse, question-réponse. Oui, c'était ça. Oui. Le président sera face aux médias nationaux dans les prochaines semaines. Vous le souhaitez, il sera face à vous. Le président, il a remis une enveloppe à la presse privée, 500 millions. Le président donne des instructions au ministère de tutelle de gérer cette répartition. Mais aujourd'hui, il y a comme une polémique. Les patrons de presse privée, jusqu'alors, ne sont pas encore entrés en possession de cet argent. Doit-on dire qu'il y a le gouvernement du mal à assimiler les ordres donnés par le général prescripteur de Guinguema? Ça, c'est ma première question. Lors des premiers républicains, le président il avait également déclaré un recrutement national qui s'est par ailleurs déroulé. Mais jusqu'à présent, les jeunes Gabonais attendent toujours les résultats. Qu'en est-il exactement? Recrutement national sur? Dans le sein des forces armées gabonaises. Nous posons la question, est-ce que la parole du président parfois est mal interprétée par ses collaborateurs? La parole du président ne souffre d'aucune interprétation pour la simple raison, pour parler comme quelqu'un quelque part, le président décide, le gouvernement exécute. Le président a donné une enveloppe, une subvention de 500 millions de francs à la presse. Il n'a pas donné 500 millions, moins 42 millions, comme j'ai pu l'entendre quelque part. Le gouvernement, notamment le ministre de tutelle, devrait recevoir toutes les organisations patronales de la presse. Vous avez des responsables. Les techniciens du ministère ont l'habitude de faire ces calculs. On n'a pas besoin d'aller chercher des gens à Harvard pour une commission qui prendra 42 millions pour dire les choses comme telles. C'est 500 millions, ce n'est pas 500 millions moins 42 ou moins je ne sais combien. Oui. Vous suivez comme moi l'actualité internationale, notamment celle qui prévoit en ce moment en République démocratique du Congo, sachant que le Gabon est membre de l'Union africaine. Quelle est la position du pays du Gabon par rapport à cette crise qui s'est liée en République démocratique du Congo? Je crois que si vous avez suivi mon propos liminaire, le président de la République était récemment en Guinée équatoriale où s'est tenu un sommet extraordinaire de la CSC qui était justement consacré à ces questions de la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Et la position du Gabon, le président s'est joint à ses autres homologues pour condamner le groupe M23, un groupe armé qui commet des exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. La position du Gabon, c'est une position communautaire de la CAC. Oui. Monsieur Kouagé. Je voudrais faire un retour sur l'organisation de la présidentielle du 12 avril 2025. Il y a comme une controverse aujourd'hui au sujet
du bulletin de vote. Entre d'une part le décret numéro 0109 PR du 14 février 2025 et la décision du Conseil des ministres en sa séance du 13 février 2025 qui instaure le bulletin unique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Apparemment, ces deux textes sont contradictoires. Et je vous rappelle qu'un député de la transition, Geoffroy Foumoula, pour ne pas le citer, vient de saisir la Cour constitutionnelle à cet effet. Eh bien, je vais vous répondre. Dès que la Cour constitutionnelle est saisie, on ne peut donner un avis. On attendra l'avis de la Cour constitutionnelle. OK. Ouais. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Il y avait une dernière question de M. Ngouabou. Merci, M. le porte-parole. J'appartiens à une génération qui, en cette année 2025, va éprouver les affres qu'elle a éprouvés en 1985 quand il y a eu l'accident de Macambrédien. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les métiers de la corporation étaient flagellés, pour ne pas dire en tragédie. 40 ans plus tard, que pense-t-on de la mémoire de ceux qui sont morts en service? Je vous remercie. C'est une question importante. Vous faites appel à la mémoire. C'est vrai qu'un peu partout, on voit comment on restaure certaines mémoires, des mémoires militaires, des mémoires d'industriels. C'est une proposition, je le prends comme étant une proposition pour que peut-être un monument ou un bâtiment de médias puisse porter le nom de tous ces confrères qui nous ont précédés dans l'au-delà et qui ont fait du métier de journaliste dans notre pays un métier noble. Je crois que nous avons fait le tour de l'actualité. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Nous saurons, parce que les temps l'exigent, nous serons plus souvent en face de vous dans les semaines à venir. Et nous souhaitons que vous soyez toujours encore plus nombreux. Donc je vous remercie énormément.